Le jour de mon mariage, mes beaux-parents se sont moqués de mon père devant 500 personnes. Ils ont dit, ce n'est pas un père. C'est un déchet. Ma fiancée a ri. Je me suis levé et j'ai annulé le mariage. Mon père a regardé Timmy et a dit, fils, je suis milliardaire. Toute ma vie a changé pour toujours. Je me tenais là, au milieu d'un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Mon nom est Clark Miller, j'ai 28 ans, je suis un simple employé d'entrepôt de Californie, et aujourd'hui était censé être le jour de mon mariage. Cet hôtel 5 étoiles était si éblouissant qu'il m'en coupait le souffle. Des lustres en cristal, scintillant comme des milliers d'étoiles filantes suspendues au plafond, éclairaient 500 invités, des magnats des affaires, des politiciens et l'élite de la haute société. Ils riaient et bavardaient bruyamment, trinquant avec des coupes de champagne, parlant d'action, de yachts et de vacances en Europe. Je portais un smoking sur mesure, forçant un sourire sur mon visage. Mais à l'intérieur, j'étais un paquet de nerfs. C'était mon mariage avec Lassie Ellington, fille de l'une des familles les plus riches des environs, et je savais pertinemment que je n'étais qu'un homme ordinaire qui s'était, d'une manière ou d'une autre, glissé dans leur monde. Mon cœur battait la chamade alors que je balayais la foule du regard, cherchant un visage familier dans cette mer d'inconnus. Et puis je l'ai vu, mon père, Benson Miller, 61 ans, entrant par une porte latérale. Il portait le même vieux costume que je me souvenais lui avoir vu acheter il y a plus de 10 ans. Ses chaussures en cuir usé étaient craquelées et éraflées, sa silhouette mince légèrement voûtée, comme s'il essayait de se faire plus petit. Il se tenait tranquillement dans un coin reculé, près de la sortie de secours, comme s'il avait peur de déranger qui que ce soit. Son visage était buriné par des années de dur labeur, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et d'anxiété. Mon père m'avait élevé seul après le décès de maman. Il s'était tué à la tâche dans notre petite ferme pour que je puisse avoir une éducation décente. Il ne s'était jamais plaint une seule fois, mais aujourd'hui, au milieu de tout ce luxe, il avait l'air terriblement déplacé, à en fendre le cœur. Ma gorge s'est nouée, sèche et douloureuse. Une vague d'amour et de douleur m'a envahi. Je voulais courir vers lui à cet instant, l'installer à une place digne dans la section familiale. « Papa, pourquoi restes-tu là, tout seul ?» ai-je pensé, le cœur tordu. Il avait tant sacrifié pour moi. Il méritait le respect. Mais avant que je puisse bouger, les gens ont commencé à le remarquer. Des chuchotements ont parcouru la foule comme un courant sous-jacent. Un groupe de femmes en robe de soirée scintillante s'est tourné pour le regarder, avec un sourire narquois. « Qui est-ce ? On dirait qu'il sort tout droit d'une ferme », a chuchoté l'une d'elles, assez fort pour que je l'entende. Des doigts se sont pointés, des yeux l'ont jugé comme s'il était un objet étrange qui s'était égaré dans leur fête d'élite. J'ai senti le sang me monter au visage, brûlant. Il se moquait de mon père, l'homme qui m'avait appris à être quelqu'un de bien. Mon futur beau-père, Brantley Ellington, président de l'immense empire du groupe Ellington, se tenait non loin de là. Il a jeté un regard à mon père avec un dédain manifeste, comme s'il regardait un insecte. Puis il s'est détourné, secouant la tête avec agacement, et a repris sa conversation avec le sénateur comme si de rien n'était. J'ai serré les poings, luttant contre la colère qui montait en moi. Brantley n'avait jamais approuvé ce mariage. Il m'avait toujours considéré comme inférieur, tout juste bon à faire des courses. Ma future belle-mère, Elise Ellington, 54 ans, se tenait au milieu de son cercle de mondaines paré de colliers de diamants. Elle a esquissé un sourire mince et condescendant et a dit, de sa voix stridente, « Mes futurs beaux-parents sont un peu trop modestes, n'est-ce pas ? Je me demande s'il est à l'aise dans un endroit comme celui-ci. » Le groupe a éclaté d'un rire aigu et tranchant qui m'a poignardé en plein cœur. Élise avait toujours fait semblant d'être polie, mais je savais exactement ce qu'elle pensait de ma famille, des gens de basse classe qui n'avaient pas leur place dans la lignée Ellington. Ma poitrine s'est serrée de colère et d'humiliation pour mon père. Je me suis dirigé vers lui, déterminé à l'amener dans la zone familiale. Mais Lassie, ma fiancée, m'a attrapé le bras avec force. « Arrête ça tout de suite », a-t-elle sifflé. « Laisse ton père là-bas. Ne fais pas de scène. Aujourd'hui, c'est notre journée. » Je l'ai regardé, magnifique dans sa robe de mariée blanche. Mais ses yeux étaient froids, sans la moindre trace d'empathie. J'avais aimé Lassie pour sa force, pour les moments de joie et de difficulté que nous avions partagés lorsque nous n'étions que des étudiants. Mais maintenant, elle semblait complètement changée, totalement absorbée par le monde de sa famille. De l'autre côté de la pièce, mon père a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête, triste mais résigné.
C'était comme s'il disait, c'est bon, mon fils. Ne fais pas d'histoire à cause de moi. Il a forcé un faible sourire, essayant de cacher sa douleur. Ma gorge s'est nouée. Les larmes menaçaient de couler. Mon père avait tant enduré, et maintenant, il ravalait encore sa fierté pour moi. La cérémonie s'est poursuivie dans la grande salle. Au moment des grandes photos de famille, j'ai insisté pour faire monter mon père sur scène. Papa, viens te mettre à côté de moi, ai-je dit, la voix tremblante. Il a hésité, puis est monté, ses vieilles chaussures grinçant bruyamment sur le parquet poli. La famille de la mariée a immédiatement montré son malaise. Ils ont reculé, s'éloignant comme si mon père portait une maladie. Le frère cadet de Lassie, Marcos Ellington, un jeune homme gâté et arrogant, n'a pas pu se retenir. Il a ricané bruyamment. C'est censé être un père? On dirait plutôt un tas de déchets de la campagne, et il marche lentement comme un mendiant. Sa voix était pleine de mépris. Le groupe entier a éclaté d'un rire tonitruant. Certains ont même tapoté le dos de Marcos, comme s'il venait de raconter la blague de la soirée. Lassie a ri aussi, sans jamais regarder mon père, sans jamais essayer de les arrêter. Elle a simplement ri, comme si tout cela n'était qu'un amusement inoffensif. J'ai vu mon père, figé au milieu des rires assourdissants. Les yeux rouges, mais forçant toujours un étrange sourire, s'accrochant à la dernière parcelle de sa dignité. Quelque chose en moi a craqué. La rage a explosé, me brûlant la poitrine. J'ai jeté le bouquet de la mariée par terre, avec un fracas sonore qui a résonné dans la salle. J'annule le mariage, ai-je crié, assez fort pour que chaque personne dans la pièce puisse entendre. La salle entière est tombée dans un silence de mort, puis a éclaté en chaos. Les chuchotements se sont transformés en un raz-de-marée de voix, tous les yeux fixés sur moi. Le fou qui venait de prononcer ces mots. Je suis resté là, respirant difficilement, mais sans aucun regret. C'était ma limite. La famille Ellington a explosé comme une bombe. Des chaises ont raclé bruyamment. Des cris et des hurlements se sont fondus en une vague de fureur qui a balayé toute la salle. Que se passe-t-il? Pourquoi annule-t-il le mariage? S'est écrié quelqu'un, paniqué, au premier rang. Lassie, ma presque épouse, ou maintenant mon ex-fiancée, est devenue blanche comme un linge. Puis son visage est devenu cramoisi de rage. Elle s'est retournée vers moi, les yeux flamboyants, et m'a giflé violemment. Le claquement a résonné dans la pièce, une piqûre brûlante qui a laissé ma joue engourdie. Tu es fou, Clark, a-t-elle hurlé devant des centaines de personnes, la voix stridente, comme si j'avais commis le crime ultime. Tu oses annuler notre mariage devant tout le monde? Pour qui te prends-tu? Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'humiliation, de voir son plan parfait s'effondrer. Je ne l'ai pas giflé. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Lassie avait été mon amour, mais maintenant, elle ressemblait à une étrangère, faisant pleinement partie d'un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Brantley s'est retourné contre moi, le visage violet de honte et de fureur. Il a rugi, la voix résonnant comme le tonnerre. Clark Miller, excuse-toi tout de suite. Tu oses humilier ma famille devant 500 invités? Excuse-toi immédiatement et sauve la face pour nous tous. Tous les yeux étaient rivés sur nous, les chuchotements s'intensifiant. Il a pointé un doigt vers moi, le visage tordu comme si j'étais le traître. Ellis s'est avancée, ses traits habituellement raffinés déformés par la rage. Sa voix était glaciale et venimeuse. Un moins que rien comme toi a le culot d'ouvrir la bouche et d'annuler le mariage. Ridicule. Si quelqu'un a le droit de dire ça, c'est ma fille, pas un moins que rien sans le sou qui porte un smoking de location. Elle a agité la main de manière dramatique, ses diamants brillant sous les lumières, comme pour souligner le gouffre qui nous séparait. La salle entière s'est tue, écoutant. Quelques invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Élise m'avait méprisé dès le premier dîner de famille, insinuant toujours que j'épousais Lassie pour grimper dans l'échelle sociale. Le sang bouillait dans mes veines, mais je suis resté silencieux, laissant la colère alimenter ma résolution. Marcos, le frère cadet de Lassie, et sa bande d'amis riches se sont précipités en avant comme des chiens de chasse. Mets-toi à genoux et excuse-toi, salaud. A beuglé Marcos, le visage tordu de fureur, le doigt pointé sur moi. Ses amis se sont joints à lui. Ouais, à genoux. Répare ça pour la famille Ellington. Pour qui te prends-tu, le gars de l'entrepôt? Leur voix résonnait.
Quelques invités se sont même levés, l'atmosphère électrique sous la menace de la violence. Marcos s'était moqué de moi à chaque réunion de famille, m'appelant le serviteur de sa sœur. Maintenant, il me voulait à genoux pour apaiser son ego blessé. Je me tenais dans l'œil du cyclone, silencieux, imperturbable, balayant froidement chaque visage qui me lançait des insultes sans pitié, sans un seul tressaillement. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais pas peur. C'était le moment où je devais être fort, pour mon père, pour moi-même. Mon père s'est approché, le visage pâle de honte et de chagrin. Il a pris ma main, fine, chaude, tremblant légèrement. « Fils, je suis désolé », a-t-il murmuré, la voix brisée. Ma présence ici n'a fait qu'empirer les choses. Je n'aurais pas dû venir. Ne gâche pas ton avenir à cause de moi. Il a essayé de sourire et a secoué la tête comme pour me rassurer, bien que ses vieux yeux portaient toujours cette endurance silencieuse qu'il avait eue toute sa vie. Je l'ai regardé et je n'ai vu que du sacrifice. Des années de travail harassant, à m'élever seul après la mort de maman. Il n'avait jamais rien demandé. Il voulait seulement que je sois heureux. Ma poitrine s'est serrée. Des années d'émotions refoulées remontant à la surface. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. « Papa, je sais ce que je dois faire », ai-je murmuré, la voix tremblante. Je me suis tourné vers les Ellington, la rage explosant comme un volcan. J'ai rugi, assez fort pour faire taire tous les cris. Vous pouvez m'insulter. Me traiter comme un déchet. J'encaisserai tout. Mais mon père, c'est la ligne que vous ne franchirez pas. Ma voix a tonné dans la salle, noyant les railleries. La foule entière s'est figée, stupéfaite. L'acier a couvert sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Brantley est resté rigide, le visage cendré. Élise a reculé d'un pas, la main tremblante. La bouche de Marcos est restée ouverte, sans voix. Je me tenais droit, sans trembler, le visage brûlant de douleur et de fureur. Ma poitrine se soulevait, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Je n'avais plus peur de leur monde. J'ai déclaré une fois de plus, ferme et inébranlable, ce mariage est terminé. Ici et maintenant. Je n'échangerai jamais le respect pour mon père contre votre prestige bon marché. Ma voix a résonné, claire comme un vœu. La salle a de nouveau éclaté, mais cette fois en murmures choqués, et même quelques regards de respect réticents. Je me suis tourné vers mon père, la voix épaisse mais résolue. Tu n'as rien fait de mal. Tu es le meilleur homme du monde. Puis j'ai pris sa main et je l'ai fait descendre de la scène, passant devant des centaines de visages stupéfaits. Nous avons descendu l'allée entre les rangées de sièges, les chuchotements nous suivant comme une brise. Derrière nous, la fureur, l'humiliation et le chaos des Ellington ont explosé comme une tempête. Lassie sanglotant, Brantley criant pour la sécurité, Élise hurlant à propos de poursuites judiciaires. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis de l'hôtel dans la fraîche nuit californienne, laissant ce monde scintillant derrière nous. À cet instant, en tenant la main de mon père alors que nous sortions de la salle, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. L'air extérieur était frais, portant la faible odeur de l'océan. Rien à voir avec l'atmosphère suffocante à l'intérieur. Papa marchait à côté de moi, ses pas lents, mais sa prise sur ma main s'est resserrée. « Fils, es-tu sûr ?» a-t-il demandé doucement, la voix pleine d'inquiétude. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Le premier vrai sourire depuis que tout a commencé. « Je suis sûr, papa. Et je ne le regrette pas. » Nous sommes montés dans ma vieille voiture cabossée garée sur le parking, pas une des limousines des Ellington. Le moteur a vrombi et nous sommes partis dans la nuit, laissant les décombres du mariage brisés loin derrière. J'ai conduit toute la nuit, l'interminable autoroute californienne s'étirant sous les faibles lumières jaunes des lampadaires. À l'intérieur de la voiture, un lourd silence régnait, seulement le faible grondement du moteur et le vent sifflant à travers la vitre fissurée. Mon père était assis sur le siège passager, la tête appuyée contre la vitre, ses épaules là s'affaissaient comme s'il portait le poids d'une vie de difficulté. J'ai jeté un regard vers lui. Ses yeux étaient fixés tranquillement sur l'obscurité extérieure, remplis de gratitude et d'inquiétude. Nous sommes restés silencieux tout le long, chacun perdu dans des pensées trop lourdes pour être exprimées. Mon cœur battait encore à cause de la tension de la soirée, mais sous cette tension brûlait une tristesse sourde et indescriptible. J'avais annulé le mariage, tourné le dos à un avenir que j'avais cru être mon rêve. Pourtant, pourquoi me sentais-je si soulagé? Au fond, je savais que c'était le bon choix.
Les images du mariage se rejouaient dans mon esprit, comme un vieux film au ralenti. Mon père, seul dans son coin, les rires moqueurs, la gifle de Lassie, les cris de Brantley. Elle faisait mal, mais elle me ramenait aussi au tout début avec Lassie. La vérité, c'est que notre amour avait commencé de manière magnifique. Je me souviens si clairement de cet après-midi sur le campus. Elle m'était littéralement rentrée dedans, à cause de mon honnêteté. À l'époque, j'étais juste un étudiant fauché qui travaillait de nuit dans un entrepôt pour payer ses frais de scolarité. Lassie, la fille riche, cheveux dorés, sourire radieux, se précipitait en cours et m'a percuté. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je courais trop vite. Ça va, a-t-elle ri, puis s'est arrêtée et m'a vraiment regardé. Nous avons parlé, et ce fut le début. Elle a dit qu'elle aimait ma gentillesse et ma simplicité. Tu n'es en rien comme les gars arrogants d'ici, a-t-elle murmuré lors de notre premier rendez-vous, assis sur la plage. Nous nous sommes tenus la main sur le sable, écoutant les vagues. Je lui ai parlé de mon père, de notre vie simple à la campagne, et elle a écouté, les yeux brillants. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même, a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Notre amour a grandi, des textos tard dans la nuit aux escapades du week-end. Mais dès que j'ai mis les pieds dans son monde, tout a changé. Les Ellington ne m'ont jamais accepté. Dès le début, ils se sont opposés à notre relation, affirmant que j'étais inférieur, indigne de leur nom. Lassie était la princesse de l'empire du groupe Ellington, j'étais juste un employé d'entrepôt de la Californie rurale. Pour eux, j'étais un amusement temporaire, une aventure avant qu'elle ne se marie avec quelqu'un de convenable. Je me souviens encore de ma première visite à leur manoir de Beverly Hills, piscine, jardin manucuré, tout criait l'argent. Je portais mes plus beaux vêtements, mais je me sentais quand même déplacé au milieu des meubles inestimables. Brantley Ellington m'a accueilli avec une poignée de main froide, puis a tiré Lassie à part pour lui chuchoter quelque chose. Après le dîner, il m'a appelé sur le balcon, la voix pleine de mépris. Que pensez-vous pouvoir offrir exactement à ma fille? Lassie mérite quelqu'un de bien plus riche. Vous êtes temporaire. Il m'a pointé du doigt comme si j'étais un employé de bas niveau. J'ai ravalé l'insulte et suis resté calme, mais ces mots m'ont profondément blessé. À partir de là, chaque rencontre fut la même. Ma fille a besoin d'un homme avec un statut, pas de quelqu'un couvert de poussière d'entrepôt. Elise Ellington était plus subtile, mais non moins cruelle. Elle gardait des sourires polis en me saluant, mais trouvait toujours des moyens de m'humilier. Clark, cette tenue est très décontractée, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter notre famille, Taylor, a-t-elle dit lors d'une fête, devant ses amis. Ou une autre fois, quand j'ai mentionné mon travail, un employé d'entrepôt. Comme c'est intéressant. Mais Lassie a besoin de quelqu'un avec une vraie ambition, vous savez. Elle insinuait que je me mariais pour l'argent, un chercheur d'or. J'ai enduré cela pour Lassie, mais chaque commentaire laissait une égratignure, me faisant me demander si l'amour était suffisant. Ils m'ont même présenté un épais contrat de mariage pour protéger leurs biens. C'était une soirée orageuse dans le bureau de l'avocat de Brantley. Le dossier en cuir noir sur la table était rempli de clauses compliquées. Je n'aurais aucun droit sur aucune propriété des Ellington. Si nous divorcions, je partirais sans rien. C'est juste une procédure standard, Clark, a dit Lassie, en évitant mes yeux. Brantley était assis là, la voix froide. Signé. Prouvez que vous aimez ma fille pour elle-même, pas pour son argent. Je me suis senti humilié, comme s'il me voyait comme un voleur. Ma main tremblait en tenant le stylo, mais j'ai signé, pensant que l'amour en vaudrait la peine. Maintenant, au volant, j'ai réalisé que c'était ma première erreur. Ils ne m'ont jamais fait confiance. Et Lassie, elle non plus. Lassie avait été si confiante. Certaine qu'avec le pouvoir de sa famille et mon cœur tendre, elle pourrait me modeler à leur image. Tu as juste besoin de changer un peu, Clark. T'habiller mieux, parler plus doucement. Je t'aiderai, disait-elle lors de nos rendez-vous ultérieurs. Elle m'a traîné à des fêtes de la haute société, m'a appris à tenir un verre de vin, à saluer les gens. J'ai essayé, pour elle, mais au fond, je me sentais disparaître. Elle était sûre que j'accepterais finalement ma place. Un mari dépendant, vivant dans les limites qu'elle avait fixées. Ne t'inquiète pas, mes parents sont durs, mais une fois que tu t'adapteras un peu, ils finiront par t'accepter, souriait-elle en me serrant dans ses bras. Mais cette arrogance,
cette certitude aveugle a contribué à transformer le mariage d'aujourd'hui en un désastre. Elle n'a jamais imaginé que j'avais des limites, que mon père était intouchable. Maintenant, en conduisant sur des routes familières, je me demande, le regrette-t-elle? Ou est-elle simplement contrariée par l'humiliation publique? Au volant, même avec le cœur lourd, je ne ressens aucun regret. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, ce qu'un homme digne de ce nom ne peut jamais renier. Annuler le mariage signifiait perdre une vie de richesse, mais garder mon respect de moi-même et mon amour pour mon père, c'est ce qui compte vraiment. Je jette à nouveau un regard à papa. Il repose sa tête contre la vitre, les épaules fatiguées, mais les yeux tranquillement remplis de gratitude. Il ne parle pas, mais ce regard dit tout. Merci, mon fils, de m'avoir choisi. Une chaleur remplit ma poitrine, et je suis plus certain que jamais que le choix d'aujourd'hui était le seul que j'aurais pu faire. Nous avons traversé tant de choses ensemble. La mort de maman, des années de pauvreté, et maintenant cette tempête. Mon père est mon roc, et je ne laisserai plus jamais personne lui faire de mal. La voiture file dans la nuit, laissant derrière elle les lumières scintillantes du mariage ruiné et la vie à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. La route du retour, chez papa, se rapproche. De petites maisons apparaissent sous le clair de lune. Je me souviens de la dernière fois que j'étais ici, avant le mariage, quand il m'a demandé « Es-tu heureux, mon fils ?» J'ai hoché la tête à ce moment-là. Mais maintenant, je sais ce qu'est le vrai bonheur. Ce ne sont pas des manoirs ou des voitures de luxe. C'est ce moment, à côté de mon père, libéré de chaînes factices. La voiture s'est arrêtée devant la petite maison familière où mon père vivait seul depuis tant d'années. C'était un vieux cottage en bois avec un toit de bardeaux rafistolé, une clôture blanche délavée et un potager bien entretenu à l'arrière. Une lumière jaune et chaude s'échappait des fenêtres, nous accueillant comme une étreinte. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. L'air frais de la nuit s'est engouffré, portant l'odeur de la terre humide et des feuilles. Papa marchait à côté de moi, c'est pas plus lent que d'habitude, comme si la tempête du mariage s'accrochait encore à lui. Nous sommes entrés sans un mot. La porte a grincé dans le silence. À l'intérieur, tout était exactement comme toujours. Le parquet poli par des années de balayage soigné, le canapé usé avec les griffures de mon enfance, et la cheminée dans le coin, rougeoyante, les bûches crépitantes chuchotant un réconfort. Nous nous sommes assis devant le feu. Sa chaleur s'est répandue sur nos corps fatigués, mais elle n'a pas tout à fait réussi à chasser la lourdeur qui subsistait du chaos du mariage. Mon cœur battait encore la chamade. Les rires moqueurs, la gifle de la scie, les cris de Brantelet. Tout cela tournait dans ma tête. J'ai baissé la tête, les mains jointes, la voix tremblante. Papa, je suis désolé. Je t'ai entraîné dans quelque chose de si humiliant. Je n'aurais jamais dû te laisser venir. Je n'aurais jamais dû les laisser t'insulter devant tout le monde. Les larmes menaçaient, mais je les ai retenues. Puis j'ai levé les yeux vers lui, la voix plus assurée. Mais je ne le regrette pas. Pas une seule seconde. Je préférerais tout perdre plutôt que de les laisser te toucher. Papa m'a regardé, ses vieux yeux brillants à la lumière vacillante du feu. Il a posé sa main fine mais forte, la main d'une vie de dur labeur, sur mon épaule. Sa voix était basse et chaude, remplie d'une fierté qu'il mettait rarement en mots. Fils, je comprends pourquoi tu l'as fait, et je suis si fier de toi. Au milieu de tous ces gens de la haute société, tu t'es levé pour moi, pour ce qui est juste. Tout le monde ne renoncerait pas à son avenir pour protéger un pauvre vieil homme comme moi. Mais tu l'as fait. Tu as prouvé que tu es un vrai homme. Il a serré mon épaule plus fort, un doux sourire se dessinant sur son visage. Mais derrière cette gentillesse, j'ai vu autre chose dans ses yeux. Une profondeur tranquille, comme s'il avait caché un secret depuis bien trop longtemps, attendant exactement ce moment pour le révéler. Puis, de manière inattendue, il a poussé un long soupir, comme s'il se libérait d'un fardeau qu'il portait depuis des décennies. Il m'a regardé droit dans les yeux, soudain sérieux, d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Clark, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le pauvre fermier simple que tout le monde pense que je suis, et que tu as toujours cru que j'étais. En réalité, je suis milliardaire. Les mots ont résonné, clairs mais doux, comme une bombe explosant au ralenti dans la pièce silencieuse. Je me suis figé. Mes oreilles bourdonnaient. Mon esprit tournait. Un milliardaire. Mon père, l'homme au vieux costume et aux chaussures usées, vivant dans cette petite maison, était milliardaire.
J'ai pensé que le choc du mariage l'avait affecté, qu'il parlait sous le coup de l'émotion, essayant de me réconforter avec une histoire inventée. J'ai forcé un sourire tremblant, en bégayant. Papa, de quoi parles-tu? Tu es fatigué, n'est-ce pas? La journée a été trop dure. S'il te plaît, repose-toi. Je lui ai frotté le dos, le cœur battant, ne sachant pas comment réagir. Mon père, un milliardaire, c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, pire encore que les insultes des Ellington. Mais papa a juste souri gentiment, complètement imperturbable. Il s'est levé et est entré dans sa chambre, la petite pièce privée où j'avais rarement le droit d'entrer. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des papiers bruisser. Puis il est revenu, portant une épaisse pile de documents, et l'a posé juste devant moi sur la vieille table en bois. C'était un lourd dossier en cuir noir, rempli de papiers glacés et de sceaux officiels rouge vif. Je veux que tu vois ça, a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi, observant ma réaction. Toujours sceptique, le cœur battant, j'ai pris le dossier avec des mains tremblantes et j'ai ouvert la première page. C'était un certificat d'action d'une grande entreprise technologique, valant des millions d'euros. J'ai tourné la page. Mes yeux se sont écarquillés. Des rapports d'investissement internationaux, des relevés bancaires avec des soldes à 9 chiffres, des titres de propriété, des manoirs en bord de mer, des appartements de luxe à New York, même une petite île privée dans les Caraïbes. Chaque document portait le nom de mon père. Benson Miller, clairement estampillé par les autorités légales. Mes mains tremblaient de plus en plus à chaque page. J'étais sans voix, stupéfait. Le père simple qui m'apprenait à économiser chaque centime, qui s'était présenté à mon mariage avec des chaussures usées, était derrière une fortune aussi massive. Ma tête tournait. Le monde familier que je connaissais venait de basculer en quelques minutes. Papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment? Je me suis levé brusquement, à peine capable de former une phrase, la voix se brisant alors que le sol semblait s'effondrer sous mes pieds. Papa a observé ma réaction. Un doux sourire sur ses lèvres, mais des yeux profonds et significatifs, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Il a penché la tête et a demandé légèrement, « Alors, tu ne penses plus que ton vieux père n'est qu'un fermier fou et ignorant, n'est-ce pas ?» Il y avait de l'humour dans sa voix, mais elle portait un poids profond. Je l'ai regardé, la bouche ouverte, perdu pour les mots. Mon père, un milliardaire. La pensée ne cessait de se répéter, me donnant le vertige. Il m'a fait signe de respirer, de me calmer avant que l'émotion ne m'emporte complètement. Puis il a rapproché sa chaise et a posé une main ferme sur mon épaule, m'ancrant à la réalité. « Assieds-toi, mon fils, a-t-il dit, lent et ferme. À partir de maintenant, je vais tout te raconter, depuis le tout début. À propos de ta mère, de l'héritage réel qu'elle a laissé, et pourquoi j'ai dû le cacher toutes ces années. » La lumière du feu dansait sur son visage buriné, soulignant les rides profondes d'une vie d'endurance et de sacrifice. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être sur le point d'entrer dans un tout nouveau chapitre de ma vie, un chapitre dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Toutes ces années, je pensais tout savoir de mon père, l'homme simple et frugal qui m'avait toujours appris que la vie, c'est travailler dur et aimer sa famille. Maintenant, tout était bouleversé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Papa, raconte-moi. Je suis prêt à écouter. » Il a hoché la tête, les yeux se perdant dans le feu comme s'il feuilletait des pages de mémoire jaunie. Sa voix était lente, basse et riche d'émotions, comme une rivière traversant les hauts et les bas d'une vie. « Tout a commencé quand ta mère est décédée, a-t-il commencé, la voix tremblant légèrement. Tu n'avais que 3 ans, Clark. Ta mère, Evelyn, est morte dans un accident de voiture. Un après-midi pluvieux, elle rentrait du marché et n'est jamais revenue. Il a fait une pause, ses yeux s'empourprant. Je pouvais voir que la vieille douleur vivait encore là, même après plus de 2 décennies. Mes souvenirs de maman sont vagues, une femme douce aux longs cheveux bruns qui me chantait des berceuses. Mais ils ressemblent à des photographies délavées dans un album de famille. Papa a baissé les yeux sur ses mains. J'étais détruit, mon fils. Ces premières nuits après son départ, je ne pouvais pas dormir. Je restais juste allongé là, à fixer le plafond, avec l'impression que ma vie s'était terminée avec elle. Il a levé les yeux vers moi, son regard s'adoucissant. Mais ensuite, je t'ai regardé, un petit garçon de 3 ans qui pleurait sa maman, et j'ai su que je devais continuer à vivre. J'ai décidé de t'élever seul.
Je ne me suis jamais remarié parce que j'avais peur que tu manques d'amour, peur que tu sois blessé, peur que tu penses que j'avais oublié ta mère. Alors je suis resté célibataire et j'ai essayé d'être à la fois père et mère pour toi. J'ai écouté, le cœur serré. Je n'avais jamais su à quel point il avait souffert. Toutes ces années, il me souriait, me racontait des histoires heureuses sur maman. Maintenant, je réalise que derrière chaque sourire se cachait une solitude insupportable. Comment as-tu traversé ça, ai-je demandé d'une voix rauque. Il a esquissé un sourire triste. En me concentrant sur toi. Je me suis tué à la tâche à la ferme. J'ai économisé chaque centime pour que tu puisses avoir une éducation. Mais, mon fils, même si ta mère nous a quittés trop tôt, elle nous a laissé à tous les deux un héritage considérable de ses parents. Il a fait une pause, observant pour s'assurer que je suivais. Tes grands-parents maternels possédaient un petit atelier de fabrication en périphérie de la Californie. Ils ont laissé de l'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, plus de vieilles actions de sociétés locales et quelques biens immobiliers ruraux. Ce n'était pas une immense richesse, mais c'était suffisant pour construire un avenir solide. Après la mort de ta mère, j'ai reçu cet héritage et j'ai décidé de ne pas le gaspiller. J'ai pensé, c'est le dernier cadeau de ta mère. Il doit te protéger. Mes yeux se sont écarquillés en essayant d'imaginer cela. Nous avions toujours vécu frugalement, mangeant des légumes du jardin, portant des vêtements d'occasion, conduisant ce vieux camion cabossé. Je n'avais jamais osé imaginer que ma mère avait en fait laissé derrière elle une fortune importante. Alors, qu'as-tu fait de l'argent? Ai-je demandé, la curiosité me brûlant. Papa a soupiré, une lueur nostalgique dans les yeux. Dans les années qui ont suivi, j'ai tranquillement appris à investir, mon fils. À partir de la modeste somme que ta mère a laissée, j'ai décidé de faire quelque chose à long terme. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai emprunté des livres de finances. L'investisseur intelligent, père riche, père pauvre, et je suis resté debout tard, étudiant chaque nuit après que tu te sois endormi. Je n'avais personne à qui demander conseil. J'ai juste compris, page par page. Il s'est penché vers moi, la voix devenant plus animée. J'ai commencé à acheter des actions technologiques quand presque personne n'y croyait. Apple, alors qu'ils étaient encore en difficulté. Microsoft, à ses débuts. Puis j'ai tranquillement acheté des terrains bon marché en banlieue que personne d'autre ne voulait, en les gardant et en attendant. J'ai même mis de l'argent dans de petits fonds de start-up. De jeunes entreprises technologiques que je croyais vouées à exploser à l'avenir. C'était un pari, mais j'avais la foi. Il a raconté l'histoire en détail, les yeux brillants comme s'il revivait ses jours. Je l'ai imaginé à la vieille lampe de bureau, des carnets remplis de gribouillis et un ordinateur ancien. Parfois, j'ai fait d'énormes gains, a-t-il souri. Comme lorsque les actions technologiques ont explosé dans les années 2000, mon compte a grimpé en flèche en quelques mois, passant de centaines de milliers à des millions. Je me souviens de m'être réveillé un matin, d'avoir vérifié le solde et d'avoir failli tomber. J'ai pensé, je l'ai fait. Mais la vie n'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où j'ai beaucoup perdu. Presque la moitié de tout ce que j'avais construit. Comme pendant le crack, j'ai investi de l'argent dans de nouvelles sociétés Internet, pensant qu'elles changeraient le monde. Puis la bulle a éclaté et les actions se sont effondrées. J'ai perdu des centaines de milliers, me retrouvant avec à peine assez pour tout recommencer. Ces nuits-là, je me suis assis seul, me demandant si j'avais été trop imprudent. J'écoutais, sur le qui-vive, comme si c'était un film. Comment te sentais-tu alors, ai-je murmuré, les mains serrées. Papa a secoué la tête avec un sourire triste. Ça faisait mal, mon fils. J'ai pensé à toi, à notre avenir, et j'étais terrifié à l'idée de tout perdre. Il a fait une pause, puis a continué, la voix lente mais résolue. Mais ces échecs m'ont rendu plus prudent. J'ai étudié la finance encore plus en profondeur, lisant le Wall Street Journal tous les jours, suivant l'actualité économique, rejoignant même discrètement des forums en ligne pour apprendre des autres. Je suis resté debout toute la nuit, à faire des recherches sur les marchés, à analyser des graphiques, à apprendre sur le risque et la protection du capital. Finalement, après des décennies de patience et de pas réguliers, sa richesse a augmenté de manière exponentielle, passant de millions à des dizaines de millions, puis à des centaines de millions. Et maintenant, la valeur nette totale de mon père dépassait 1 milliard d'euros. Je suis resté figé, essayant de digérer cela. Papa, l'homme en vieille chemise conduisant un camion rouillé, était milliardaire. Pourquoi m'as-tu caché ça,
Papa, ai-je demandé, la voix tremblante. Il m'a regardé un long moment, puis a parlé lentement, la voix profonde et lourde de sens. Je l'ai caché parce que je voulais que tu grandisses normalement, Clark. J'ai délibérément vécu comme un homme pauvre. Vieux vêtements, vieille voiture, pas d'étalage, pour que l'argent ne te corrompe pas. J'ai vu trop de gosses de riches ruinés par l'excès, et j'étais terrifié à l'idée que tu deviennes comme ça. Je voulais seulement que tu gardes ta gentillesse, ton honnêteté et ton amour pour la famille. Il a posé sa main calleuse sur la mienne, la serrant doucement pour souligner chaque mot. Si tu avais su que j'étais riche, tu aurais pu devenir dépendant ou arrogant. Et je ne voulais pas te perdre à cause de la corruption de l'argent. Je voulais que tu grandisses par tes propres forces, exactement comme je te l'ai appris quand tu étais petit. Ces mots m'ont frappé au cœur. Je me suis souvenu de ces leçons. L'argent va et vient, mon fils, mais le caractère dure éternellement. Maintenant, je comprenais pourquoi il était si strict avec l'argent, pourquoi nous vivions simplement. Ce n'était pas la pauvreté. C'était une leçon de vie. Il a continué, la voix épaisse d'émotion. Et aujourd'hui, en te regardant te lever pour moi devant tous ces gens de la haute société, j'ai su que mon fils avait grandi exactement comme je l'espérais. Tu as gardé ton bon cœur malgré toutes les tentations, la célébrité, l'argent des Ellington. Ce moment m'a décidé à tout révéler. Tu as prouvé que tu es digne de la vérité et du pouvoir qui vient avec cette fortune. Des larmes ont coulé sur mes joues. Combien papa avait-il sacrifié pour m'élever correctement? Il m'a tendu une petite clé, la clé du coffre contenant les documents originaux, et a dit, je te donne le contrôle total de cette fortune. Utilise-la, mon fils. Utilise-la pour reconquérir notre dignité, notre justice, et tout ce dont nous avons été dépouillés en ce jour de mariage humiliant. Je te fais confiance pour le faire. Je l'ai serré dans mes bras, trop ému pour parler. Cette nuit-là, mon monde a changé pour toujours. Je n'étais plus seulement Clark, l'employé d'entrepôt. J'étais l'héritier d'un empire caché, avec pour mission de faire payer ceux qui nous avaient humiliés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Mon corps était toujours celui du vieux Clark Miller, mais à l'intérieur se trouvait un homme nouveau, rempli de détermination et de pouvoir. La petite maison de mon père n'était plus seulement un humble refuge. Elle était devenue le quartier général secret de notre plan. Nous nous sommes assis autour de la vieille table de cuisine en bois, la vapeur s'élevant des tasses de café noir fort, et nous avons commencé à tout planifier. Papa, avec des décennies d'expérience en investissement, m'a guidé pas à pas. Nous ne pouvons pas encore montrer notre jeu, a-t-il dit, la voix calme mais tranchante comme un rasoir. Nous devons rester discrets, mon fils. Crée un fonds d'investissement anonyme. Aucune trace de nos identités. J'ai hoché la tête, le cœur battant d'excitation. Nous avons immédiatement créé le fonds, nommé Miller Holdings LLC, mais nous l'avons enregistré par le biais de sociétés écrans dans le Delaware, où la loi protège l'anonymat des propriétaires. Papa m'a montré comment déplacer de l'argent depuis ses comptes cachés, et en quelques jours, le fonds disposait de dizaines de millions d'euros prêts à être déployés. Nous avons commencé à acheter discrètement des actions du groupe Ellington auprès d'actionnaires minoritaires mécontents. Je me souviens encore de ces premiers appels. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, nous avons contacté des investisseurs individuels en bourse, achetant de petits lots pour ne pas attirer l'attention. Doucement, mon fils. Pas de précipitation, m'a rappelé papa, les yeux brillants d'une sagesse aguerrie. J'ai engagé une équipe financière discrète, des experts indépendants de petites entreprises de San Francisco, liés par des accords de non-divulgation en béton. Ils ont fouillé dans les flux de trésorerie du groupe Ellington, les rapports financiers publics, les chaînes d'approvisionnement, et ont plongé dans les registres de dépenses. En même temps, nous avons recueilli des témoignages d'anciens employés qui avaient été licenciés injustement. Je les ai appelés personnellement, sous un faux nom, écoutant leurs histoires amères. Brantley m'a licencié parce que j'ai refusé de cacher ses dépenses personnelles, a dit l'un d'eux, la voix tremblante. Il a utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter des cadeaux à sa maîtresse. Ces indices se sont accumulés, comme les pièces d'un sombre puzzle. À partir de là, nous avons découvert les malversations financières de Brantley Ellington. Mon équipe a approfondi les données et a trouvé des fonds occultes, de l'argent non traçable utilisé pour des pots de vin, des voyages de luxe personnels payés avec les comptes de l'entreprise, des rénovations de villas privées, et le clou du spectacle, des transferts secrets à une jeune femme. Une preuve claire d'une liaison et d'une maîtresse entretenue.
Je suis resté assis dans la petite pièce, à fixer l'écran, les mains tremblantes en lisant le rapport, des milliers d'euros par mois sur son compte, plus des factures d'hôtel et des cadeaux coûteux. Papa, c'est la preuve irréfutable, ai-je murmuré, la voix épaisse de rage. Papa a hoché la tête, les yeux glacials. Fils, il est temps d'agir. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être dans un film d'espionnage. Nerveux, excité, vivant. Nous étions devenus un actionnaire majeur sans que personne ne le sache, détenant environ 20% de l'entreprise par le biais de comptes cachés. Quand nous avons été assez forts, nous avons exigé une enquête indépendante sur la gouvernance d'entreprise et les flux de trésorerie du groupe Ellington. Par l'intermédiaire d'un avocat anonyme, nous avons envoyé une lettre au conseil d'administration, demandant un audit par un tiers. Ils ne le verront jamais venir, a dit papa avec un sourire malicieux. Et ils ne l'ont pas vu. Lorsque la nouvelle de l'enquête a fuité, probablement d'un initié mécontent, la presse a sauté sur l'occasion. Le Wall Street Journal et Bloomberg ont fait les gros titres, le groupe Ellington fait face à des allégations de malversation financière. Les chaînes financières comme CNBC ont consacré des segments entiers à disséquer l'affaire. La réputation du groupe Ellington s'est effondrée en quelques heures. Les principaux clients, les partenaires commerciaux ont appelé, exigeant des explications et menaçant de rompre les contrats. Les employés ont paniqué. Des rumeurs de scandale ont circulé, et les lettres de démission ont afflué. J'ai regardé tout cela sur mon écran, le pouce accélérant. Ils paniquent maintenant, papa. La famille Ellington a réagi exactement comme nous l'avions prédit, avec fureur. Brantley a fulminé lors d'une conférence de presse d'urgence, le visage violet, frappant la table. C'est une campagne de diffamation vicieuse. Nous poursuivrons quiconque est derrière ça. Il a engagé des avocats et des détectives privés pour traquer le cerveau de l'opération. Marcos, le petit frère arrogant, est allé sur X et LinkedIn, fulminant, c'est du sabotage économique par nos ennemis. Le groupe Ellington ne tombera pas. Il a posté sans arrêt, suppliant pour du soutien, mais n'a reçu que des moqueries en commentaire. Brantley a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, mais l'atmosphère est devenue de plus en plus toxique de minute en minute. Ils étaient assis autour de la table polie au siège, se criant dessus, ignorant qui avait déclenché l'enquête ou quel actionnaire majeur l'exigeait. Qui est derrière ça? Comment avons-nous fait pour ne pas, a rugi Brantley en frappant la table. Les cadres se sont regardés, confus. Lorsque les auditeurs indépendants ont présenté leur rapport préliminaire, les dépenses sales se sont étalées sur la table, fonds occultes, frais personnels, paiement à une maîtresse. Les actionnaires ont éclaté, frappant la table. Brantley, explique ça maintenant. C'est notre argent, pas le tien. Certains ont exigé sa destitution immédiate, la voix tremblante de fureur. Plusieurs actionnaires ont appelé à un vote de défiance. Alors que les principaux médias couvraient sans relâche les scandales financiers et personnels de Brantley Forbes, le président du groupe Ellington accusé de liaison et d'abus de fonds d'entreprise l'Élise et Lassie se sont barricadés dans leur manoir, trop honteuses pour sortir, alors que les paparazzi campaient devant les grilles, criant des questions. L'action du groupe Ellington a chuté pendant plus de 3 jours consécutifs. J'ai regardé le graphique sur mon écran, le cœur battant, passé de 50 à 30, puis 20 euros par action. Les petits actionnaires ont paniqué et ont vendu leur part. Saisissant l'occasion, notre fonds a lancé une offre publique d'achat, proposant d'acheter des actions de contrôle au prix de liquidation de seulement 15 euros chacune. Alors que le marché était en chaos, les investisseurs terrifiés ont vendu en masse pour limiter leurs pertes, nous transférant la propriété sans jamais connaître le véritable acheteur. Il tombe droit dans le piège, a murmuré papa, les yeux flamboyants. Brantley a désespérément appelé de vieux amis investisseurs, suppliant pour un sauvetage, promettant d'énormes rendements, mais personne ne voulait y toucher avec le scandale partout. Désolé, Brantley, ton action est trop toxique en ce moment, a dit un vieil ami avant de raccrocher. Il est resté assis, seul dans son bureau, pâle et en sueur. En quelques semaines, le groupe Ellington a plongé dans une crise totale. Réputation en lambeaux, finances épuisées, actions en chute libre. Le contrôle glissait discrètement entre les mains de l'actionnaire mystérieux qu'il n'avait toujours pas identifié. Moi, Clark Miller. Je suis resté assis dans la petite maison de mon père, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur, le cœur battant comme des tambours de guerre. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. Des appels tard dans la nuit avec l'équipe financière. Des nuits blanches à éplucher des données.
Et maintenant, le coup de grâce était presque là. Papa était assis à côté de moi, sa tasse de café refroidie depuis longtemps, les yeux brillants d'une détermination d'acier. « Fils, il est temps de les affronter », a-t-il dit, la voix basse et chaude, mais pleine de détermination. Nous avions obtenu 51% des actions par le biais de notre fonds anonyme. Contrôle total. Après les scandales sans fin, les fonds occultes, les liaisons, les abus financiers, le groupe Ellington n'avait plus le choix. Ils ont été contraints d'accepter notre offre de rachat. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée à leur siège en Californie, attirant des centaines d'actionnaires, de journalistes et de partenaires commerciaux. Le jour est arrivé. Nous y sommes allés en voiture, la brise marine salée de Californie soufflant par les fenêtres. Mon cœur s'emballait, mes mains agrippant le volant. Nerveux, Clark? Tu as peur de quelque chose, a demandé papa. J'ai secoué la tête. Pas peur, papa. Juste excité. Ils nous ont traités comme des déchets. Maintenant, ils vont voir. Il a posé une main sur mon épaule. Souviens-toi, mon fils. Pas une vengeance aveugle, la justice. Ces mots m'ont calmé, mais au fond, la colère brûlait encore. Les souvenirs des rires, se moquant de mon père. La gifle de la scie. Les ricanements de Marcos. C'était le moment de tout reprendre. Le siège du groupe Ellington était bondé. Des centaines d'actionnaires s'entassaient dans la grande salle de conférence, les chuchotements bourdonnant comme une ruche dérangée. Des journalistes du Wall Street Journal, de Forbes, et même de CNN alignaient caméras et microphones. Les principaux partenaires commerciaux étaient assis au premier rang, les visages tendus à cause des contrats en suspens. L'air était épais d'odeurs de café et de sueur nerveuse. Nous avons attendu dans une pièce latérale, captant des fragments du bruit. La secrétaire du conseil d'administration, une femme d'âge mûr que nous avions contactée plus tôt, a murmuré au téléphone, « Tout est prêt ». Mon pouls est accéléré. J'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise, sur le point de sauter. Brantley Ellington est apparu le premier, montant sur scène le visage tendu et des cernes sombres sous les yeux, dues à des nuits blanches. Il a essayé de maintenir son autorité habituelle, son costume noir brillant, mais ses mains tremblaient en tenant le micro. Élise a suivi, essayant d'être élégante avec ses cheveux en chignon haut et son collier de diamants, mais incapable de cacher son épuisement, ses joues creusées, ses yeux rouges. Lassie traînait derrière, la tête basse, les cheveux en désordre, n'étant plus l'héritière posée. Elle avait l'air vidée, comme si le scandale lui avait aspiré la vie. Marcos est entré en trompe derrière eux, le visage tordu de rage, agrippant son téléphone comme s'il était prêt à poster une autre diatribe. La réunion a commencé. Brantley a bafouillé sur une crise temporaire et des plans de redressement. Puis la secrétaire du conseil s'est avancée et a annoncé au micro, « Mesdames et messieurs, le fonds d'investissement anonyme, actuellement actionnaire majoritaire, nous a informé que son plus haut représentant assistera personnellement pour annoncer la transaction. » La salle a éclaté en chuchotements. « Qui est-ce ? » « Un milliardaire secret », a murmuré un actionnaire. « Un concurrent hostile », a supposé un autre. Les journalistes ont levé les yeux, brillants d'anticipation. La tension était suffocante. Tout le monde spéculait sur le cerveau derrière le rachat. Brantley a essuyé la sueur de son front, le visage pâle, forçant un sourire. « Nous l'accueillerons et discuterons équitablement. » Les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés. J'ai avancé le premier, papa juste derrière moi, nos pas fermes sur le parquet poli. Instantanément, de nombreux actionnaires ont paru perplexes, chuchotant, « Qui sont-ils ? » Jamais vus auparavant. Mais les Ellington se sont figés. Les yeux écarquillés d'horreur, puis se tordant en un rire moqueur, pensant que c'était une blague. L'acier a couvert sa bouche, le visage blanc comme un fantôme. Élise a secoué la tête, la voix stridente. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi sont-ils ici ? » Marcos s'est levé d'un bond, me pointant du doigt, le visage cramoisi. « Qu'est-ce que des moins que rien comme vous font ici ? C'est une assemblée d'actionnaires, pas votre entrepôt. » Sa voix résonnait du même mépris que le jour du mariage. Brantley a froidement ordonné à la sécurité, « Faites sortir ces moins que rien d'ici. Nous perdons du temps. » Les gardes se sont approchés, mais je suis resté immobile, les balayant froidement du regard. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais pas peur. C'était le moment que j'attendais.
La secrétaire du conseil a immédiatement déclaré au micro, la voix sonnant claire, « Mesdames et messieurs, Monsieur Clark Miller et Monsieur Benson Miller sont les représentants légaux du fonds d'investissement anonyme, l'actionnaire majoritaire détenant 51% du groupe Ellington. » La pièce entière est tombée dans un silence de mort, comme si elle avait été aspergée d'eau glacée. Quelques secondes d'immobilité stupéfaite. Puis une explosion de halètements et de murmures. Les flashs des appareils photo ont crépité sans arrêt. Le bruit des obturateurs a rempli l'air. Les actionnaires qui avaient vendu à notre fonds sont devenus pâles, la bouche bée, réalisant que les personnes qu'ils avaient moquées au mariage étaient maintenant leurs nouveaux propriétaires. « C'est le père et le fils du mariage », a chuchoté quelqu'un. « Mon Dieu, ils ont pris le contrôle. » Je suis resté là, regardant droit dans les yeux de Brantley, une vague de satisfaction me traversant. Brantley est devenu cendré, perdant le contrôle et criant, niant, impossible. C'est un complot, une fraude. Je vous poursuivrai tous les deux. Sa voix s'est brisée, son visage s'est déformé. Élise a chancelé comme si elle allait s'évanouir, s'agrippant à une chaise, les yeux vitreux de choc. L'acier a couvert sa bouche, des larmes coulant, incapable de le croire. Clark, comment as-tu pu? C'est toi qui étais derrière tout ça? Marcos s'est précipité sur moi, les poings levés, rugissant, tu as trahi notre famille. Tu as osé nous humilier devant le monde entier, salaud. La sécurité l'a attrapé et l'a ramené en arrière, transformant la salle en un chaos. Des cris, des chaises qui raclent, des journalistes se bousculant pour des photos. Je suis calmement monté sur scène, la voix ferme. Notre fonds a finalisé l'acquisition de la participation majoritaire. À compter d'aujourd'hui, le contrôle opérationnel me revient. J'ai présenté les faits brièvement, comment nous avions sauvé l'entreprise de l'effondrement, notre plan de redressement. De nombreux actionnaires se sont levés et ont applaudi, hochant la tête en signe d'approbation. Un a même crié son soutien. Les journalistes filmaient sans arrêt, capturant ce moment historique. Brantley a fait une dernière tentative désespérée, le visage violet, le doigt pointé sur moi. Tu as tout manipulé. Tu as détruit mon entreprise. C'est un crime. Mais j'ai seulement souri froidement et j'ai présenté les preuves, les fonds occultes, les paiements à sa maîtresse. Preuve irréfutable. C'est ce que vous avez fait, Brantley. Je n'ai rien détruit. Vous avez creusé votre propre tombe. La salle a éclaté d'indignation. Démettez-le de ses fonctions. Il ne peut plus diriger une seconde de plus. La réunion s'est terminée dans un pandémonium. Les Ellington ont été dépouillés de toute autorité. Brantley a été traîné hors de la scène sous les huées, Élise sanglotant, Lassie s'effondrant sur une chaise, Marcos maîtrisé par la sécurité. J'ai été officiellement élu président par intérim sous des applaudissements tonitruants. Clark et Benson Miller sont sortis de la salle sous une tempête de flash, désormais les nouveaux propriétaires incontestés de l'empire qui les avait autrefois humiliés. À ce moment-là, avec les flashs illuminant mon visage, j'ai senti chaque fardeau se lever de mes épaules. Papa a pris ma main, souriant avec fierté. Mais le voyage n'était pas terminé. Ce n'était que le début de leur chute complète. Je suis sorti du bâtiment du siège du groupe Ellington. Le soleil californien éclatant me frappait le visage, mais à l'intérieur de moi faisait rage une tempête d'émotions. Mon père marchait à côté de moi, sa main agrippant fermement mon épaule, comme pour me maintenir stable au milieu de la foule qui se pressait. Les journalistes grouillaient comme des abeilles, tendant des microphones, les questions fusant en un torrent. Monsieur Miller, un commentaire sur ce rachat? Était-ce une vengeance personnelle? Les flashs des appareils photo explosaient sans arrêt, m'aveuglant, mais je suis resté calme et j'ai esquissé un léger sourire. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour le groupe Ellington. Nous opérons avec transparence et équité. Papa n'a rien dit, hochant seulement la tête à la presse, ses yeux profonds comme l'océan. Nous sommes montés dans la voiture, le moteur a rugi, et nous nous sommes éloignés à toute vitesse à travers le chaos. Mon cœur battait encore la chamade, non pas de peur, mais de la pure satisfaction de tout cela. Ce moment où j'ai vu Brantley être traîné, son visage tordu de choc et de fureur. J'ai senti le rocher qui pesait sur moi depuis des mois enfin rouler de ma poitrine. Mais je savais que ce n'était pas la fin. La tempête médiatique ne faisait que commencer. En quelques heures après l'assemblée des actionnaires, la presse a explosé comme une bombe. Les titres se sont répandus sur Internet. L'Empire Ellington saisi par un actionnaire mystère Wall Street Journal.
Des scandales éthiques font tomber une dynastie de pouvoir à Forbes. D'innombrables articles sur CNN, Bloomberg, et plus encore. Ils ont disséqué chaque détail, les fonds occultes de Brantley, la liaison, et mon apparition soudaine. L'employé d'entrepôt autrefois humilié à son propre mariage est maintenant le nouveau patron. Les réseaux sociaux ont explosé. Chute des Ellington a été en tendance du jour au lendemain. Je suis resté assis devant l'ordinateur de papa, faisant défiler les articles, une douleur douce amère dans la poitrine. Du jour au lendemain, le nom des Ellington était tombé des sommets de la haute société au ridicule public. Je me suis souvenu du jour du mariage, comment il s'était moqué de mon père comme s'il était un mendiant, et maintenant, il goûtait à cette même humiliation. Tu vois, mon fils, a chuchoté papa à côté de moi. La justice arrive toujours, même si elle est tardive. Brantley a été immédiatement placé sous enquête. Les organismes de réglementation, la SEC, le FBI se sont saisis de l'affaire, armés des preuves que nous avions fournies. La presse a exposé chaque dépense sale, des jets privés payés avec l'argent de l'entreprise, des pots de vin somptueux déguisés en cadeaux, et surtout les paiements à sa jeune maîtresse, à peine plus âgée que Lassie. Des photos divulguées de leur rencontre secrète ont fait surface, ainsi que des virements bancaires mensuels de plusieurs dizaines de milliers. Brantley Ellington, de magnate à fraudeur, titrait le New York Times. Il a perdu toute crédibilité auprès du public et de ses partenaires. Les anciens investisseurs se sont détournés. Les contrats commerciaux ont été annulés en masse. Élise a fait face à une réaction virulente de la part du cercle de l'élite mondaine. Les anciennes amies qui l'adulaient autrefois la déchiraient maintenant en ligne. Laisser un scandale comme ça se produire dans sa propre maison. Quelle honte, a posté l'une d'elles, et cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Les marques de luxe, Chanel, Louis Vuitton, ont immédiatement coupé les ponts et annulé les événements caritatifs qu'elle présidait. Élise, la femme qui s'était autrefois moquée de la modestie de mon père, se cachait maintenant dans son manoir, évitant toutes les fonctions sociales. Les paparazzi campaient devant les grilles, prenant des photos d'elle à travers les fenêtres, hagarde et brisée. Marcos, le petit frère arrogant, a vu ses vieilles vidéos déterrées. Des extraits de lui exhibant des yachts et des supercars tout en se moquant des pauvres. Des pecnos comme ça ne sont bons qu'à être des serviteurs. Elles sont devenues virales sur TikTok et Reddit. Il est devenu la risée de tous. L'héritier sans talent du groupe Ellington montre son vrai visage. Des mèmes ont inondé Internet. Ces publications d'excuses désespérées ont été noyées sous les moqueries. Il avait autrefois traité mon père de déchet de la campagne. Maintenant, c'était lui que la société avait jeté. J'ai regardé de loin, nerveux, oui, mais satisfait. Pas une joie malveillante, mais le sentiment que justice était rendue. Lassie a subi la pire humiliation publique. La vidéo du mariage où elle riait de mon père a été montée et associée à des images d'elle sanglotant à l'assemblée des actionnaires, devenant un mème viral. De la moquerie à l'effondrement en larmes, la vie vous rattrape vite. De vieilles amies l'ont abandonné. Son compte Instagram a été fermé à cause des commentaires haineux. La famille Ellington, autrefois l'élite intouchable de Californie, est devenue l'épave d'un empire déchu. La société leur a tourné le dos. Les médias ont disséqué leur vie privée. Les amis ont fui comme la peste. Leur honneur a été déchiqueté. Chaque porte du pouvoir s'est refermée. Plus d'invitations, plus de contrats, seulement l'isolement à l'intérieur d'un manoir qui ressemblait maintenant à une prison. Alors que les Ellington se noyaient dans le chaos, leur réputation en lambeaux et leur ancien système s'effondrant avec eux, j'ai réalisé que c'était le moment d'agir, de sauver l'entreprise des ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. En tant que président par intérim, je ne pouvais pas laisser le groupe Ellington faire faillite. Des milliers d'employés en dépendaient, et je n'étais pas un destructeur. Je suis entré dans le bureau du président, l'immense pièce avec une vue panoramique sur la ville où Brantley siégeait autrefois avec arrogance, et je me suis mis au travail. Papa conseillait de loin, au téléphone, reconstruis-le, mon fils, mais fais-le de manière juste et transparente. Mon cœur battait de responsabilité, mais aussi d'excitation à cette chance. J'ai nommé une nouvelle équipe de direction par intérim, supprimant tous les loyalistes de Brantley impliqués dans les malversations. Les directeurs qui cachaient les fonds occultes, les assistants qui restaient silencieux. Je les ai licenciés de manière décisive, lors de réunions intenses où ils suppliaient, « Monsieur Miller, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » J'ai secoué la tête. L'entreprise a besoin de gens honnêtes.
J'ai fait appel à de nouveaux experts éthiques en finance et en audit, issus d'entreprises réputées. Ils sont arrivés avec une nouvelle énergie, et l'espoir a commencé à renaître. J'ai ordonné un audit complet, de haut en bas. Chaque contrat, chaque dollar. Tard dans la nuit, au bureau, sous des lumières vives, mon équipe et moi étions assis autour de la table. Ce projet perd de l'argent. Coupez-le, ai-je dit fermement, en regardant les rapports. J'ai éliminé les projets vaniteux et inutiles de Brantley, et j'ai préservé les fondations solides, les divisions technologiques et immobilières avec un réel potentiel. Mon cœur s'emballait à chaque nouvelle découverte de malversation, mais aussi d'excitation face aux possibilités. Cette entreprise peut se relever, ai-je pensé, la voix assurée. J'ai rendu public les résultats complets de l'audit à tous les actionnaires. Une décision qui a choqué le marché. Au lieu de me cacher comme Brantley, j'ai tenu une conférence de presse et je me suis tenu au micro. Nous nous engageons à la transparence. Voici le rapport complet. Pas de dissimulation. L'action s'est stabilisée. Les investisseurs ont appelé pour nous féliciter. Le marché a commencé à faire de nouveau confiance à l'entreprise sous une nouvelle direction. Et je me suis senti fier, non pas pour le pouvoir, mais pour avoir fait ce qui était juste. Les employés, qui avaient vécu dans la peur sous l'ancienne culture toxique, ont commencé à respirer plus facilement. En réunion, ils m'ont dit, sous Brantley, nous avions peur de dire la vérité. Certains ont même pris la parole. Pour la première fois, nous nous sentons écoutés, Monsieur Miller. J'ai organisé des forums ouverts, j'ai écouté leurs idées, et la culture de l'entreprise est passée de la peur à la collaboration. Mon cœur s'est réchauffé en les voyant sourire. C'était comme construire une nouvelle famille. Le ton des médias a également changé. Une nouvelle aube pour le groupe Ellington Bloomberg. Renaître de ses cendres CNBC. Clark Miller est devenu une sensation dans le monde des affaires. Des interviews constantes, des profils louant l'employé d'entrepôt devenu PDG. J'ai souri pour moi-même, me souvenant de l'époque où il me méprisait. Pendant ce temps, les Ellington étaient complètement rejetés par la société. Ils se barricadaient dans leur manoir, les portes verrouillées, évitant la presse et les anciens amis par honte et perte totale de statut. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ils vendaient des biens pour payer leurs dettes. Brantley risquait la prison. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste ressenti la justice. Je me suis tenu devant l'immense bail vitré du bureau du président, regardant le bâtiment du groupe Ellington, là où il s'était autrefois moqué de moi, méprisé mon père et nous avait traités comme des déchets devant leur foule d'élite. Il y a quelques mois à peine, j'étais humilié dans ce même hall, en bas. Mais maintenant, l'empire entier était à moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé papa. À l'autre bout du fil, il y avait sa voix familière, chaude et profonde. J'ai dit doucement, tout en regardant le logo Ellington loin en dessous, « Papa, nous l'avons fait. » Il y a eu un bref silence, puis son rire doux a retenti. « Je suis plus fier de toi que jamais, Clark. » Le bureau du président était vaste, avec un bureau en noyer poli et une vue panoramique sur la ville animée, désormais mon domaine. Le soleil de fin d'après-midi filtrait par les fenêtres, illuminant les piles de papier sur le bureau, rapports financiers, nouveaux contrats et plans pour l'avenir. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en cuir moelleux, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai eu l'impression de vivre un rêve. Il y a quelques mois à peine, j'étais un employé d'entrepôt méprisé. Maintenant, j'étais Clark Miller, président d'une entreprise en plein essor. Mais je savais que rien de tout cela n'avait été facile. Après avoir survécu à la crise initiale, ces premières semaines chaotiques de chute des cours de la bourse et d'employés paniqués, je me suis jeté dans la reconstruction de l'entreprise avec une détermination acharnée. Il n'y avait pas de temps pour célébrer ou se reposer. Je me suis plongé dans le travail comme un ouragan. D'abord, il a fallu renégocier les contrats stratégiques. J'ai contacté les partenaires qui avaient abandonné le groupe Ellington à cause des scandales de Brantley, de grandes entreprises de la Silicon Valley, des fonds d'investissement de New York. Nous changeons, leur ai-je dit lors de réunions vidéo, la voix ferme mais sincère. La transparence est notre priorité absolue. Donnez-nous une chance de le prouver. Ils étaient hésitants au début, mais avec les conseils discrets et acérés de papa, je les ai convaincus. Il appelait tous les soirs, analysant les données, « Fils, ce contrat a une faille dans la clause de paiement. Renégocie-le. » Il n'apparaissait jamais en public, mais ses conseils étaient ma boussole. Grâce à lui, nous avons signé un accord avec une grande start-up technologique,
apportant des dizaines de millions de capitaux frais. Je me souviens encore du moment où j'ai signé ce premier contrat, ma main tremblant légèrement sur le stylo, le cœur battant d'excitation. C'est le tournant, ai-je pensé. Et ce le fut. L'entreprise a recommencé à croître. Le bénéfice du premier trimestre a largement dépassé les attentes du marché, passant de lourdes pertes à un bénéfice net de 20%. L'action a commencé à grimper, d'un creux de 10 à 40 € en seulement 3 mois. La réputation qui avait été perdue est lentement revenue. Les clients ont appelé pour nous féliciter. Les employés souriaient en me voyant dans les couloirs. Les magazines économiques ont publié des articles en continu sur le phénomène Clark Miller. Le jeune homme, autrefois humilié par sa quasi-belle famille, dirigeait maintenant l'une des entreprises de Californie à la reprise la plus rapide. J'ai ouvert Forbes sur mon bureau et j'ai vu le long article avec ma photo devant le siège. De l'entrepôt au bureau du président, l'histoire inspirante de Clark Miller. Il racontait mon parcours, du mariage brisé au rachat choquant. Chaque article me faisait l'effet d'un remède. Excitant mais aussi humble. Papa les lisait au téléphone, la voix chaude. Tu as bien fait, mon fils, mais garde les pieds sur terre. Ces mots me stabilisaient au milieu du tourbillon de la célébrité. Une fois les fondations solides, bénéfices stables, employés fidèles, j'ai décidé d'organiser une cérémonie de changement de nom, effaçant officiellement le souvenir du groupe Ellington. C'était un beau matin dans le grand auditorium de l'entreprise, bondé de centaines d'actionnaires et de partenaires. L'air vibrait d'anticipation, de chuchotement, l'odeur de café frais se mêlant à des parfums coûteux. Je me tenais sur scène, micro à la main, le cœur battant comme le jour où j'ai annulé le mariage. Aujourd'hui, nous fermons le passé et nous ouvrons l'avenir, ai-je dit, la voix résonnant dans la salle. Désormais, l'entreprise sera connue sous le nom de Miller & Company Holdings, un symbole de transparence et de croissance durable. Les applaudissements furent tonitruants, interminables. J'ai baissé les yeux vers le premier rang et j'ai vu papa, debout, regardant tranquillement. Son fils mettait le point final à l'empire qu'il avait autrefois humilié. Ses yeux brillaient de larmes, mais ils brillaient de fierté, ses vieux yeux scintillant maintenant comme des étoiles. Il n'a rien dit, a seulement hoché légèrement la tête. Mais ce hochement de tête portait une vie de sacrifice. J'ai eu la gorge nouée, presque en larmes sur scène. Merci, papa, ai-je murmuré dans mon cœur. La cérémonie s'est terminée dans les larmes. Après le changement de nom, papa et moi avons déménagé dans une villa au bord d'un lac, l'une de ses propriétés anonymes, en périphérie de la Californie, entourée d'une eau scintillante et d'une forêt luxuriante. Pour la première fois, nous avions une paix véritable. Le matin, nous pêchions au bord du lac, le doux clapotis de l'eau, l'odeur de la terre humide. Papa m'a appris à appâter l'hameçon. Patience, mon fils. Le poisson mordra. L'après-midi, nous examinions les rapports financiers dans le salon spacieux, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Le soir, nous nous asseyons près de la cheminée, parlant de l'avenir, de l'expansion mondiale, des investissements dans les technologies vertes. J'ai aménagé un bureau pour papa, l'appelant la salle du conseiller. Grand bureau en bois, des étagères pleines de livres d'investissement, et une vieille photo de maman sur le mur. C'est ma façon de te remercier, papa, ai-je dit, la voix épaisse d'émotion en le faisant entrer. Tu m'as élevé à partir de rien et tu m'as appris que même lorsque le monde nous tourne le dos, nous restons fidèles à nos valeurs. Il m'a serré dans ses bras, la voix tremblante. Fils, c'est moi qui ai de la chance de t'avoir. Ces moments m'ont rempli d'un bonheur calme et immense. La vie n'était plus une bataille. C'était la paix que nous avions gagnée. Un après-midi paisible, alors que je me tenais sur le balcon, regardant le lac scintiller sous un soleil doré, les portes de la villa ont soudainement grincé. Le son m'a tiré de mes pensées. Je me suis retourné et mon cœur s'est serré. Lassie se tenait là, le visage émacié, les cheveux décoiffés et en désordre, les yeux rouges de nuit blanche. Elle ne ressemblait plus à l'héritière d'antan. Pas de robe glamour, pas de bijoux étincelants, juste une femme brisée dans une vieille chemise et un jean usé, les mains tremblant sur son sac. Elle a marché lentement vers moi, l'air si abattu que cela m'a pris par surprise. Clark, s'il te plaît, laisse-moi te voir une dernière fois, a-t-elle murmuré, la voix brisée, comme si elle s'attendait à ce que je la renvoie. Mon cœur s'est emballé, un flot de vieilles émotions remontant, pas de la colère, mais un mélange de souvenirs. Lassie, la femme que j'avais autrefois profondément aimée, se tenait maintenant devant moi comme un fantôme du passé.
Je suis sorti à la porte, ni en colère, ni blessé, juste calme, comme face à une étrangère familière. La brise du lac portait l'odeur fraîche de l'eau, mais l'air entre nous était lourd. Lassie s'est effondrée dès que nos regards se sont croisés, des larmes coulant sur ses joues creuses. Clark, j'ai tout perdu. La réputation, les amis, le statut, tout a disparu après le scandale. Ma famille est détruite. Papa risque la prison. Maman ne quitte plus la maison, et je ne peux pas dormir parce que ce moment me hante toutes les nuits. Elle a fait une pause, le souffle tremblant. Le moment où j'ai ri de ton père à notre mariage. Je ne sais pas pourquoi j'étais si aveugle. Maintenant, quand j'y pense, je veux juste disparaître de honte. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas dormir à cause de la culpabilité. Sa voix s'est brisée, ses yeux étaient gonflés. Je suis désolé, Clark. Non pas parce que j'attends le pardon ou que je veux que tu reviennes. Je sais que je n'en ai pas le droit. J'avais juste besoin de le dire pour pouvoir respirer à nouveau. La culpabilité me ronge jour après jour. Je l'ai regardé longuement, absorbant chaque détail. Les yeux bouffis, la peau cendrée, les mains tremblantes. Mon cœur s'est serré. J'avais autrefois rêvé d'une vie avec elle, des rendez-vous à la plage, des baisers sous la lune. Mais ensuite, je me suis souvenu du mariage. Son sourire insouciant lorsque Marcos s'est moqué de mon père, la façon dont elle m'a retenu le bras pour m'empêcher de faire une scène. La douleur était toujours là, mais plus aiguë, juste une cicatrice guérie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé doucement. Lassie, certaines choses n'ont pas besoin de vengeance. Elles ont juste besoin d'être laissées derrière. J'ai tourné la page, et tu devrais le faire aussi. Je te souhaite une nouvelle vie, une vie à laquelle tu appartiens vraiment. Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains devant le portail au bord du lac, ses pleurs résonnant dans la brise du soir. Je me suis retourné et je suis rentré dans la villa sans regarder en arrière, le cœur lourd mais léger. C'était notre dernière rencontre, la clôture du vieux chapitre. Papa se tenait à l'intérieur, derrière les grandes portes vitrées donnant sur le lac. Il avait observé toute la conversation, mais n'avait rien dit, aucune interférence, aucun jugement. Quand je suis entré, il s'est approché et a simplement posé une main chaude sur mon épaule. Un simple contact, mais il portait la fierté, la compréhension et le soulagement partagé d'avoir enfin échappé aux ombres du passé. Papa et moi sommes sortis sur le porche et nous nous sommes assis au bord de l'eau. Le lac scintillait dans le coucher de soleil orangé et doré. Nous n'avions pas besoin de mots. Le silence disait tout. La brise du soir a balayé le lac, emportant les derniers échos de cette rencontre. Et à ce moment-là, j'ai su que de là, une vie vraiment nouvelle pour un père et son fils avait commencé. Il y a quelques mois à peine, j'étais encore Clark Miller, le simple employé d'entrepôt, humilié devant 500 invités d'élite. Maintenant, je suis le président de Miller & Company Holdings, une entreprise renaissant de ses cendres. Pourtant, alors que je suis assis à côté de mon père, regardant le coucher du soleil, je réalise que tous ces changements ne sont que superficiels. Après tout, j'ai appris la leçon la plus profonde de toutes, la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir, mais aux personnes qui restent à vos côtés quand vous n'avez rien. Le jour où le mariage s'est effondré, quand tout s'est écroulé sous mes yeux, il ne me restait qu'une seule personne, mon père. Et c'était suffisant pour que je me relève, suffisant pour me battre, et suffisant pour gagner. Papa n'a jamais été riche au sens conventionnel du terme. Il était riche en amour, riche en sacrifices silencieux. Pendant ces années difficiles et pauvres dans notre petite maison en bois, il ne m'a jamais laissé manquer de rien. Il m'a appris qu'un simple repas partagé ensemble vaut plus que 1000 banquets. Et maintenant que nous avons tout, je chéris encore plus cette leçon. Je comprends que la piété filiale, ce ne sont pas de jolis mots. C'est oser se lever lorsque votre parent est insulté. Osez choisir ce qui est juste, même si cela vous coûte la célébrité, l'amour ou votre avenir tout entier. Ce jour-là, au mariage, quand Marcos a traité mon père de déchet de la campagne, quand Lassie a ri avec les autres et n'a rien fait pour l'arrêter, j'ai choisi mon père plutôt qu'un faux mariage. Je me souviens clairement de ce moment, mon cœur s'est serré, la rage a explosé comme un feu. J'ai jeté le bouquet par terre, j'ai crié que le mariage était annulé et je suis sorti de la salle avec mon père. Tout le monde pensait que j'étais fou, mais je savais que c'était le bon choix. La piété filiale, ce n'est pas s'agenouiller et implorer le pardon pour ceux qui insultent votre parent. C'est protéger votre famille à tout prix.
Papa a sacrifié toute sa vie pour moi, m'élevant seul après la mort de maman, se tuant à la tâche pour que je puisse étudier, m'apprenant à être une personne décente. Il n'a jamais rien demandé, il voulait seulement que je sois heureux. Et à ce moment-là, je lui ai rendu l'appareil en le choisissant plutôt que le prestige bon marché des Ellington. Maintenant, assis au bord du lac, je repense à ces longues nuits après le mariage, à conduire pour rentrer avec papa dans un silence lourd, mais rempli de résolution. Je ne le regrette pas, lui ai-je dit, et il a juste hoché la tête, les yeux brillants de gratitude. Cette leçon est gravée dans mon cœur. La piété filiale, c'est l'action, pas des mots vides. Elle exige du courage, et parfois, tout doit être sacrifié. Mais la récompense est la paix. Comme ce moment, à côté de papa, sans regret. La plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante, choisissez quelqu'un qui respecte vos parents, car une personne qui ne respecte pas votre famille finira tôt ou tard par ne plus vous respecter. Lassie n'a jamais vraiment respecté mon père. Elle le voyait comme un obstacle dans son monde de la haute société. Elle m'a tenu le bras et m'a dit de ne pas faire de scène quand il a été insulté, car elle craignait l'embarras. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'égoïsme. Si elle ne pouvait pas respecter d'où je venais, elle aurait fini par mépriser qui j'étais. Je me souviens des dîners de famille des Ellington, Élise insinuant que mon père était rustique, Brantley rappelant à Lassie qu'elle méritait mieux. Lassie ne l'a jamais défendue. Elle souriait juste maladroitement ou changeait de sujet. Je ne déteste pas Lassie. Je suis seulement désolé pour quelqu'un qui s'est perdu dans l'arrogance de sa famille. Il ne reste plus de haine en moi, seulement la compréhension que le pardon est aussi une forme de victoire. Lassie était autrefois la fille joyeuse et forte que j'aimais. Mais sous la pression de sa famille, elle est devenue une version d'eux, arrogante, calculatrice, méprisante envers les autres. Quand elle a pleuré à la porte de la villa, je n'étais pas en colère. J'ai seulement ressenti de la pitié qu'elle se soit perdue. Elle aurait pu être différente si elle s'était levée ce jour-là, mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, elle en subit les conséquences. Je n'ai pas cherché à me venger en lui faisant plus de mal. J'ai tourné la page et je lui ai souhaité une nouvelle vie. C'est de la miséricorde, et cela me rend plus fort. La haine ne fait que nous enchaîner au passé. Le pardon nous libère pour vivre. Papa m'a appris cela. Fils, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et il avait raison. Après cette rencontre, je me suis senti plus léger, comme si le dernier fardeau était tombé. Pour moi, le succès, ce n'est pas devenir PDG ou posséder une entreprise. C'est garder mon cœur intègre, même quand je détiens le pouvoir d'écraser les autres. J'ai ce pouvoir. J'aurais pu poursuivre les Ellington davantage, exposer plus de scandales. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de construire, de sauver l'entreprise, de protéger les emplois, d'être transparent avec les actionnaires. Le succès, c'est se regarder dans le miroir et voir toujours le gentil Clark, non corrompu par le pouvoir. Papa me le rappelle, fils, le pouvoir est une épée à double tranchant. Et je garde cette lame affûtée pour le bien. Je comprends que la plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir les autres. C'est de construire une vie si heureuse qu'ils doivent baisser les yeux chaque fois que votre nom est mentionné. Je n'ai pas besoin de voir les Ellington souffrir pour me sentir satisfait. J'ai seulement besoin de bien vivre, à côté de mon père, en dirigeant une entreprise prospère, et de les laisser entendre le nom de Miller & Company et regretter. C'est la vengeance la plus raffinée. Les mois passés avec papa à la villa au bord du lac m'ont montré que la chose la plus précieuse que j'ai gagnée n'était pas l'entreprise ou la richesse. C'étaient les moments tranquilles que nous partageons au dîner. Des repas simples, avec des légumes du jardin et du poisson du lac, remplis de rire. Simple, mais bien meilleur que n'importe quel banquet chic, dit papa, et je ris aux éclats. Enfin, mon conseil à quiconque, n'ayez pas peur de perdre ce qui n'a jamais été à vous. La chose à craindre le plus est de perdre son respect de soi en s'accrochant à ce que l'on ne mérite pas. Je me tiens sur le porche, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac, ressentant chaque perte, chaque bataille, chaque cicatrice. Et je sais que mon voyage ne s'est pas terminé par la vengeance. Il a commencé par une nouvelle vie, libre, et non plus dans l'ombre de l'obscurité de quelqu'un d'autre.